On veut. Où voulons-nous aller? Où aimerions-nous aller, hein? Ce sont les quelques questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de débat. On est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier. C'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique. Nous allons être obligés de prendre de plus en plus de risques pour la liberté d'expression. On peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est perdu? Bonjour. Au nom de l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, je vous souhaite la bienvenue à ce Festival des idées pour la 3e journée qui a lieu à Ground Control. Et sans plus tarder, je laisse la place à nos invités que je remercie qui vont nous parler de réparer le lien entre humain et nature. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous d'être venus ce matin pour discuter avec nous. Alors comme vous le savez, la thématique de cette 6e édition du Festival des idées, c'est réparer le futur. Et aujourd'hui, on va donc se demander plus particulièrement comment réparer le lien entre humain et nature. On ne peut plus en douter ou prendre des pincettes. Alors, le dernier rapport du GIEC a été plus que clair. Le réchauffement climatique est sans équivoque causé par les activités humaines. Près d'1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Et l'homme met en péril aussi sa propre vie sur Terre. Comment en est-on arrivé là? Comment construire un nouveau lien avec le vivant? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser l'essence même de la civilisation et rompre la dichotomie entre homme et nature? François Bouteau, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris, membre du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Et vos travaux portent notamment sur l'agentivité et l'intelligence des plantes. Vous nous en parlerez. Marine Calmet, bonjour. Vous êtes juriste en droit de l'environnement et activiste. Vous avez beaucoup de casquettes. Je vais essayer de les résumer un peu. Porte-parole du collectif Hors de question contre le projet de la Montagne d'Or en Guyane. Présidente de Wild Legal School, un programme de formation sur le droit de la nature. Et vous racontez un peu tout ça dans votre livre. Donc votre combat, votre voyage initiatique en Guyane, donc devenir gardien de la nature aux éditions Tana, et c'est sorti cette année. Ma première question s'adresse à tous les deux, et pour cela, je me suis dit que j'allais vous paraphraser totalement, Marine, puisque dans votre introduction, vous posez une question que je trouvais très justement écrite. Je vais vous lire donc. Et si la crise écologique que nous traversons se résumait en réalité à une crise identitaire liée à notre incapacité à reconnaître notre place dans la nature? Donc, autrement dit, si je comprends bien, est-ce qu'on en est là parce que notre système, fondé sur la supériorité de l'homme sur la nature, est en fait erroné et on a du mal à le concevoir? Alors oui, c'est la théorie que j'ai développée dans mon livre, mais c'est aussi en fait le fruit d'observation, tout simplement, c'est-à-dire de notre comportement vis-à-vis de la nature. Et notamment, j'ai un territoire d'observation assez extraordinaire, c'est la Guyane française, parce qu'il faut savoir que la Guyane, c'est à la fois cette magnifique forêt dont vous avez certainement entendu parler, mais c'est aussi les pires comportements humains vis-à-vis de cette forêt, et pas simplement au Brésil, aussi sur notre territoire, en Amazonie française, où justement j'ai pu observer les comportements de prédation des entreprises minières comme Montagne d'Or, mais c'est évidemment pas la seule, mais également les entreprises du bois qui viennent faire du bois énergie pour mettre en fait dans des centrales électriques, fabriquer de l'électricité à partir de forêts primaires. Et puis, c'est aussi tous les comportements en fait, plus néfastes. C'est-à-dire c'est finalement un lien à la nature qui est aussi parfois brisé par la colonisation, par la domination des nations, enfin, de la nation française sur des peuples amérindiens qui sont toujours présents. Il faut savoir qu'en Guyane française, il y a 6 nations amérindiennes qui vivent. Une information qu'on ne nous apprend évidemment pas à l'école, mais eux, on leur apprend très bien, par contre, la généalogie des rois de France et l'arrivée de Christophe Colomb. Donc il y a toute une relation à revoir, en fait, entre justement la société occidentale et cette nature, mais aussi justement à apprendre peut-être grâce à d'autres peuples qui ont réussi à conserver, eux, ce lien, comment est-ce que nous pourrions rebâtir une société totalement différente et basée sur des concepts juridiques, politiques, économiques différents des nôtres.
Quand vous dites conserver ce lien, effectivement, vous vous êtes inspiré beaucoup des Premières Nations, des peuples autochtones. Vous dites conserver ce lien. Est-ce que c'est le lien entre l'homme et la nature, ou en tout cas, est-ce que la compréhension de la nature par l'homme, c'est quelque chose qu'on aurait perdu au fil des siècles avec la mondialisation, la civilisation, etc. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui était instinctif au départ? Alors, en tout cas, chez de nombreux peuples premiers, c'est tout à fait instinctif. C'est-à-dire, il y a même le mot nature n'existe pas chez nombre d'entre eux, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas la nature et les humains. Tout le monde fait partie d'une communauté vivante et il y a différentes espèces. Les humains, souvent, se donnent le nom de personnes de la Terre, parce qu'en fait, c'est ce lien à la Terre et à un territoire qui est le plus important pour eux, parce que c'est ça qui, en fait, définit votre identité. Si vous appartenez à telle forêt, telle montagne, c'est ça qui crée votre cosmovision, votre culture, vos histoires. Et en fait, effectivement, progressivement, la société occidentale a switché. Je pourrais pas te définir à quel moment. Il y a beaucoup de moments en fait dans notre société où on peut remettre. Beaucoup de personnes analysent que l'Ancien Testament, par exemple, et la société, la religion qui a construit notre société occidentale a beaucoup défini justement le fait que l'homme soit au centre de l'univers, la plus belle création que Dieu ait fait à son image. Ça, évidemment, ça a façonné une sorte d'ego surdimensionné vis-à-vis du reste du vivant. Mais il y a aussi et on en parlera, j'espère, la science, c'est-à-dire la philosophie cartésienne qui a dit grâce à la science, l'homme deviendra comme maître et possesseur de la nature. Et ça, d'une certaine façon, ça nous a aussi placés sur ce piédestal en haut de la pyramide du vivant. Donc il y a beaucoup d'étapes comme ça. Et puis évidemment, alors là, l'industrialisation, où là on est à marche forcée, la nature devient une simple ressource. Et pour moi, le summum de ça, c'est finalement notre relation aussi aux animaux, aux autres espèces animales, parce que nous sommes des mammifères, et donc cette relation totalement faussée aujourd'hui, mais qui est aussi un dérivé de la science, malheureusement, parce que c'est l'invention de la zootechnie, la manière dont on industrialise la production de viande, la production animale, et où l'homme, en fait, devient une espèce de maître sur l'ensemble des entités vivantes, que ce soit les animaux, les forêts, les rivières, etc. Et donc c'est cette relation qui progressivement s'est dégradée et où dans d'autres sociétés, heureusement, elle a été sauvegardée. Donc on a une source d'inspiration immense grâce à l'anthropologie et grâce à l'observation aussi de la coutume. Moi, je travaille sur le droit coutumier, donc l'observation des coutumes traditionnelles pour définir comment dans ces coutumes traditionnelles il y a des choses dont on pourrait s'inspirer pour reconstruire un droit nouveau dans notre société. François Bouteau, vous êtes le scientifique de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'histoire un petit peu de la science et comment la science a façonné cette idée que l'homme est supérieur à la nature? Est-ce qu'on est en train de revoir tout ça, ou alors c'est quand même quelque chose qui est bien instauré? Alors, je dirais que c'est quelque chose qui est très très bien instauré. La science y a participé, mais comme l'a dit Marine, il n'y a pas que la science. C'est quelque chose qui vient certainement de très très loin. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre intervention parce que finalement, nous, sur le travail qu'on est en train de mener, on arrive sur des réponses, des questionnements qui sont à peu près identiques. Et pour la petite histoire, moi, je suis donc biologiste, et même plutôt biologiste cellulaire à la base. Donc, je suis à une échelle de travail qui est très loin de ces sujets a priori. Mais c'est en réalisant que finalement les plantes étaient sensibles, et donc la fameuse agentivité dont vous avez parlé tout à l'heure, je me suis amené à me poser des questions et à mettre ça en discussion, notamment avec des collègues des sciences sociales. Alors je ne suis absolument pas anthropologiste, mais donc ça amène à des questions, effectivement, déjà se mettre d'accord sur les vocabulaires et essayer de se comprendre. Et finalement, en continuant à réfléchir, on se rend compte que cette position de l'homme, effectivement, elle est à l'origine de beaucoup de problèmes à l'heure actuelle et elle est extrêmement ancienne. Donc nous, les travaux qu'on mène à l'heure actuelle, on fait pas mal référence notamment à Aristote et sa classification des êtres, donc qui est aussi enchaînée, bien sûr, avec toutes les approches des religions chrétiennes notamment, qui positionnent effectivement l'homme sur cette échelle. Alors d'un point de vue scientifique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait très bien, notamment depuis Darwin, que finalement l'évolution, c'est qu'on vient tous d'ancêtres communs et que finalement on est tous apparentés. Et malgré ça, malgré que ce soit quand même relativement ancien, tout comme d'ailleurs un certain nombre de données scientifiques sur l'agentivité des plantes, on y reviendra peut-être si vous voulez, mais malgré ça, en fait, ces informations,
elles n'arrivent pas à passer dans la société. C'est-à-dire qu'on est tellement imprégné de cette échelle des êtres, je dirais, parce que c'est un peu ce qu'on vit tous les jours, ce qu'on voit. Et je dirais que même nous, en tant que scientifiques, je pense que des fois, il faut continuer à penser et à se repositionner tout le temps, parce que culturellement, on est imprégné, bien sûr, c'est des milliers d'années de culture qui font que sur cette société occidentale, c'est relativement difficile de considérer notamment les plantes autrement que comme des ressources. Et donc si c'est des ressources, on se donne des pouvoirs, des moyens de travailler dessus qui sont effectivement absolument pas les mêmes approches que vont avoir les peuples premiers. Donc je pense que c'est assez effectivement intéressant ces approches, parce que nous, là où on en arrive, c'est d'essayer d'utiliser les données de biologie, alors que ce soit des données de phylogénie moléculaire qui expliquent que finalement on vient tous d'ancêtres communs, qu'on a des parcours évolutifs différents, mais qu'on a des points communs à l'origine. Après, avec des données de biologie qui montrent que finalement, d'un point de vue de fonctionnement, on n'est pas si différent que ça si on s'intéresse à certaines échelles. Une plante, c'est très différent de nous. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais pour certains fonctionnements, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont finalement identiques, et notamment une sensibilité qu'on n'imagine pas trop. Et parce qu'on l'a nié, parce que dans notre culture, ça ne nous arrangeait pas de mettre ça en évidence. Et donc, on essaye d'utiliser un peu ces données scientifiques, de les mettre en lumière. Et certainement, une des étapes à venir, c'est de les mettre en relation, de faire écho avec les autres approches, les autres ontologies des peuples premiers qui n'ont pas du tout les mêmes approches. Donc ça nous paraît une expérience à tenter, en tout cas. Donc on a longtemps dit que l'homme était plus intelligent que les autres animaux, que les plantes n'avaient pas d'intelligence. Aujourd'hui, la science, vous nous en avez parlé, vous faites des recherches en tout cas sur l'agentivité des plantes, donc si je ne me trompe pas, sur la faculté à réagir à son environnement et du coup à prendre des décisions, mais je ne sais pas si on peut dire ça pour une plante. En tout cas, vous, dans vos recherches, vous montrez que les plantes, les végétaux ont une forme d'intelligence. Comment elle s'exprime, cette intelligence? Comment elle fonctionne? Alors déjà, le problème avec l'intelligence, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur la définition. Enfin, c'est pas le seul mot, c'est souvent ça. En interdisciplinarité, c'est un exercice auquel on est obligé de revenir et de revenir tout le temps, parce que finalement, on se rend compte que les gens ne mettent pas exactement les mêmes définitions sur les mêmes mots. Et donc, si on n'a pas la même définition, on ne va pas être d'accord tout de suite. Donc, moi, souvent, ce que je fais référence à dans des conférences, je prends différentes définitions. Vous prenez le Petit Robert, vous prenez Wikipédia, vous prenez la définition de Stefano Mancuso. Eh bien, en fonction de la définition que vous choisissez, la plante est intelligente ou ne l'est pas. Donc ça, c'est une première chose. Donc si on prend les définitions assez simples qui sont proposées par plusieurs auteurs d'ailleurs, comme quoi l'intelligence, ça serait une capacité à percevoir les stimuli environnementaux de l'extérieur, de les intégrer et d'y amener une réponse adaptative qui permet à cet organisme de s'adapter à son environnement et de poursuivre son développement. Oui, une plante, elle est capable de faire ça et donc elle est intelligente. Mais quelque part, il n'y a pas que la plante, c'est tout le vivant. Parce qu'un organisme qui n'est pas capable de s'adapter à son environnement, il va mourir très vite. Donc en fait, tout le vivant, avec une définition comme ça, peut être reconnu comme intelligent. Alors, sur question d'intelligence chez les plantes, il y a aussi des choses, si on veut faire des parallèles par rapport à l'humain, puisqu'il est passé au sommet depuis longtemps, on a toujours cette image-là. C'est vrai que quand on parle d'intelligence, vous regardez sur Internet, vous tapez intelligence, vous allez tout de suite voir l'image d'un cerveau humain, c'est le sommet. Donc, voilà. Et c'est vrai que d'un point de vue fonctionnel, c'est une superbe machine. Mais cette machine, elle a une histoire, ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, d'autres organismes qui ont des chemins évolutifs différents peuvent avoir des systèmes issus finalement à l'origine de systèmes équivalents et qui ont évolué différemment. Donc les formes d'intelligence et les systèmes utilisés vont varier, mais on peut retrouver, notamment chez les plantes, des fonctionnements qui sont assez similaires. Donc, si je prends juste un exemple, pour le cerveau humain, on sait qu'il y a des fameux potentiels d'action qui passent dans des neurones et qui propagent des signaux qui vont permettre des réponses. Voilà, c'est une base très simple. Voilà. Et quand on regarde ce qui se passe chez une plante, alors il n'y a pas de neurones chez les plantes, absolument pas. Mais par contre, elle est capable de percevoir un stimuli, d'intégrer le signal qui peut être envoyé via des signaux électriques qui sont tout à fait équivalents à des potentiels d'action, qui vont dans une autre partie de la plante amener à des réponses adaptatives. Donc en fait, le fonctionnement, la mécanistique, on peut faire des parallèles extrêmement simples.
Et à partir de là, bien sûr, il y a pas mal d'études qui ont montré que finalement, il y a aussi des fonctionnements derrière qui ressemblent à des comportements. Et c'est là où on commence à se poser des questions sur l'intelligence. Parce que les plantes ont finalement des comportements. Et alors, faire des choix, là encore, les termes peuvent choquer et compagnie, mais il y a un certain nombre de données qui interrogent à l'heure actuelle. Alors bien sûr, on n'est pas aussi en avance que sur les études du cerveau, donc on ne peut pas affirmer tout scientifiquement avec des preuves à l'appui, mais il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, et il y a quand même pas mal de données qui montrent que les plantes, elles s'adaptent bien sûr, mais que pour s'adapter, des fois, elles doivent faire des choix, et que pour ça, elles doivent mémoriser des choses. Donc il y a un certain nombre d'événements qu'on attribuait essentiellement au cerveau avant, qui peuvent être effectués par d'autres organismes très certainement. Donc ces découvertes scientifiques, est-ce qu'elles pourraient nous amener du coup à repenser complètement du coup, voilà, le lien entre l'homme et la nature, puisqu'on parle de ça. Comme Marine, dans votre introduction, dans votre livre, vous parlez aussi d'une nouvelle révolution copernicienne. Donc du coup, revoir vraiment la place de l'homme dans le monde, comme à l'époque où on a appris, où la science a montré que la Terre tournait autour du Soleil. Est-ce que vous pensez qu'on en est là? Est-ce qu'il faudrait une révolution vraiment pour qu'on puisse revoir ce lien entre l'homme et la nature et donc pouvoir protéger cette nature? Alors, moi, j'espère qu'on est au début de la révolution. C'est vrai que je parlais tout à l'heure, c'est sur le temps long quand on parle d'Aristote, mais finalement, il y a toute une période naturaliste, si on suit les travaux d'Escola comme définition, etc. Et je pense qu'on est dans une période où on s'interroge sur beaucoup de choses, et c'est les crises environnementales qui nous font nous interroger là-dessus. Et donc, on va chercher des informations qui étaient disponibles depuis très longtemps et qu'on réinterroge. Donc, j'espère que ça amènera effectivement à faire évoluer les relations entre les hommes et la nature et tous les autres organismes. Ceci dit, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. C'est-à-dire que l'homme, il aura toujours besoin, même s'il fait absolument partie de la nature, sa position dans la nature, c'est quand même aussi de se nourrir, de participer. Donc, ça reste un organisme qui est intégré donc dans un écosystème. Et donc, il faut repenser complètement les relations pour finalement respecter un peu plus ces organismes. Et les respecter, pour moi, ça peut passer vers effectivement des façons de concevoir l'agriculture, plus comme quelque chose d'extrêmement intensif où on va faire des intrants et des pesticides à tout bout de champ. Moi, je prends toujours un exemple parce que je crois que c'est assez parlant pour les gens. Quand on pense à un poulet en batterie, on voit très bien ce que ça représente. On peut se mettre à la place du poulet quelque part, parce qu'il a des yeux, un cerveau, des pattes, on se voit à sa place. Quand on voit un épi de maïs, un pied de maïs extrêmement dense dans un champ intensif, on ne se rend pas compte de ce qu'il peut ressentir, de ce qu'il peut percevoir. Mais quelque part, c'est la même logique. Donc en termes de production, donc finalement ils sont hyper serrés, ils ont des intrants, ils ont des antibiotiques, enfin l'équivalent d'antibiotiques avec des pesticides, des choses comme ça. Et donc la plante, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas stressée par rapport à tout ça. Alors après, effectivement, la plante, son stress n'est pas non plus comparable au stress d'un animal. Je ne vais pas faire d'anthropomorphisme complet. On ne peut pas se mettre à la place de la plante. Mais on peut s'interroger au moins sur le développement d'une plante de façon moins stressante, plus harmonieuse. Et ce qu'on peut aussi réfléchir, c'est que quand un poulet est élevé en plein air, on fait plein de publicité en donnant des labels parce qu'ils sont de meilleure qualité. Les plantes, c'est certainement aussi la même chose. Donc même pour l'homme, repenser ces conditions, c'est certainement très intéressant dans sa relation à la nature et même à la production. Marine, vous êtes juriste spécialisée en droit de l'environnement. Est-ce que, donc je change un petit peu de sujet, mais parce que c'est aussi l'objet de votre combat, est-ce que vous pensez que les lois aujourd'hui vont à l'encontre de la protection de l'environnement? Est-ce qu'il faudrait, je sais que vous pensez d'ailleurs qu'il faudrait changer certaines lois, et quelles lois il faudrait changer? En fait, c'est la même idée, c'est-à-dire on part de ce qu'il y a dans la nature pour définir des lois humaines, puisque toute la logique du mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature et du combat que je mène, c'est de dire
il y a des lois qui nous dépassent, il y a des lois du vivant. Si on va à l'encontre de ces lois du vivant, notre société ne pourra par définition pas être pérenne, puisque à un moment ou à un autre, la nature va nous rattraper, les lois de la chimie, de la physique, de la biologie vont nous rattraper et nous dire là, globalement, on dépasse les limites de notre planète. D'ailleurs, chaque année, hein, le chrono nous le rappelle, on a dépassé les limites planétaires. Et donc notre idée avec ce mouvement des droits de la nature, c'est de dire il faut analyser, il faut faire preuve d'intelligence, d'empathie vis-à-vis du vivant, analyser comment le vivant fonctionne pour ensuite se doter de lois qui sont compatibles, biomimétiques, on pourrait dire, c'est du droit biomimétique avec le vivant. Et puis donc ce mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature, il a émergé aussi à un moment, et du coup ça me fait un peu penser à ton sujet d'étude, c'est qu'il y a des humains qui ont déjà compris ce rapport notamment aux arbres. Moi j'aime beaucoup le combat de Julia Hill aux États-Unis. C'est une jeune femme qui s'est enchaînée dans un arbre parce qu'elle avait compris que justement il y avait un lien d'empathie possible entre les humains et d'autres espèces, pas uniquement les espèces animales ou d'autres mammifères, mais aussi des espèces végétales. Et en France, j'en rencontre plein, des gens absolument fous amoureux de leurs platanes à Paris ou de leurs chênes. Moi, je suis fan de chênes. Bon, voilà, chacun son truc. Et en fait, on peut créer des passerelles comme ça, tout simplement en observant d'autres êtres. Alors, c'est plus difficile de se mettre à la place d'une pousse de blé ou d'un champ de maïs, mais il y a des arbres qui ont une durée de vie bien plus longue que la nôtre, qu'on pourrait considérer, et c'est le cas de nombreux peuples dans le monde comme nos ancêtres, qui voient une relation de filiation directe entre eux-mêmes et les écosystèmes dans lesquels ils habitent. Et de cette sagesse, en fait, originelle, de cette sagesse millénaire, il y a des lois qu'on peut déduire. Et c'est notamment le cas donc, du mouvement des droits de la nature. On s'est doté en 2010 d'un texte qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de la terre-mère et qui définit en fait à la fois les droits de la terre-mère et des entités naturelles qui la composent, mais aussi du coup les obligations des êtres humains pour trouver un texte un peu comme notre constitution en fait, un texte en balance entre alors la terre-mère, elle est définie donc comme une communauté de vie indivisible qui regroupe des espèces biologiques, non biologiques, sans aucune distinction entre justement les différentes espèces, mais aussi leur utilité pour l'homme, parce que justement il ne doit pas y avoir de catégorisation en fonction des besoins humains. C'est ce qui définit l'anthropocentrisme, hein, c'est-à-dire que nous nous plaçons au milieu de tout et en fonction de nos besoins, nous définissons notre relation aux autres. Ça, c'est justement ce qui est remis en question par le mouvement des droits de la nature. Et donc, cette terre-mère, cette nature, dans cette Déclaration universelle des droits de la terre-mère, elle est reconnue comme sujet de droit et elle dispose notamment du droit de prospérer, au respect de ses cycles vitaux, le droit de ne pas être pollué, de ne pas subir la prédation du fait des activités humaines. Et donc, on tente par le droit de rééquilibrer justement des relations qui sont fondées sur la domination, la prédation, l'abus vis-à-vis de la nature. Et donc, il y a une remise en question, parce que pour faire le parallèle avec notre droit actuel, hein, donc il y a une différence entre le droit de la nature et le droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, c'est celui qu'on applique en France. C'est un droit qui est purement anthropocentré, puisqu'en fait, il s'est construit autour des besoins des humains vis-à-vis de la nature. Donc, les besoins, par exemple, en matière d'agriculture, les besoins en matière d'élevage, de mines, etc. Et donc, on a défini des codes, le code forestier, le code minier, le code, etc. Et donc, ces codes qui sont segmentés ne prennent absolument pas en considération les interrelations entre les différentes espèces, entre les différents écosystèmes, et donc ne peuvent pas, en fait, générer un ensemble de dispositions qui puissent suggérer ces interrelations. Et en fait, notre droit actuel, il est absolument incompatible avec le fonctionnement du vivant. Il n'est pas le reflet du fonctionnement du vivant, mais il est le reflet uniquement des besoins humains, puisqu'il a été écrit par des humains pour des humains. Et donc, notre logique, c'est de nous mettre à la place de la nature pour écrire un droit qui soit, lui, biocompatible. Et donc, aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément d'États qui se sont déjà dotés d'un système qui reconnaît des droits à la nature. L'Équateur, depuis plus de 10 ans, puisque la constitution équatorienne, elle a été votée par référendum en 2008, et les citoyens en Équateur ont adopté dans leur constitution la reconnaissance des droits de la terre-mère, mais c'est le cas aussi en Ouganda, en Nouvelle-Zélande, en Australie aussi, où de nombreux peuples ont intégré comme ça dans leurs droits des droits à des écosystèmes, des fleuves, des montagnes, des rivières, mais aussi plus largement le droit en tant qu'humain
de défendre ces droits. Donc on crée des mécanismes de tutelle, de gardiens, des conseils réunissant en fait les habitants des différents territoires, leur permettant de parler au nom de ces écosystèmes et de les défendre. Et ça, c'est un modèle complètement différent. Et c'est pas uniquement intéressant sur le point de vue juridique. On n'est pas juste là entre juristes en train de se dire c'est extraordinaire. Non, ça réunit des citoyens. C'est un mouvement qui vient vraiment du bas. C'est vraiment grassroots. Ça vient des citoyens qui se disent comment on reprend le pouvoir, parce qu'ils constatent, comme nous aujourd'hui dans cette discussion, on constate qu'il y a des mécanismes dans nos sociétés qui sont défaillants, qui ne permettent pas que la vie puisse poursuivre ses cycles vitaux naturels. Et donc, comment est-ce qu'on crée des mécanismes juridiques pour garantir à la fois le fonctionnement du vivant, mais aussi, du coup, la bonne application et le respect, la garantie des droits fondamentaux humains. Parce qu'on oublie trop souvent, mais nos droits fondamentaux, le droit à un environnement sain, le droit à la santé, le droit à l'eau, et même le droit à la famille, sont directement impactés par la destruction des écosystèmes qui nous entourent. Et aujourd'hui, on le voit, que ce soit les maladies qui émergent à cause des pesticides, à cause des polluants qu'on rejette dans la nature, mais aussi toutes les autres formes de pollution qui nous affectent au quotidien. Et bien aujourd'hui, il y a de nouveaux droits qui émergent qu'on appelle les droits bioculturels. Ce sont des droits qui sont inscrits notamment par exemple en Colombie, reconnus par le juge en Colombie, parce que tout simplement on constate qu'on ne pourra pas protéger les droits humains si on n'est pas capable de penser ces droits humains comme intégrés dans les droits de la nature et dans les droits d'un vivant beaucoup plus large que justement cette facette du droit de l'environnement qu'on aborde dans notre droit occidental. Et dans le droit français, concrètement, là, ça passerait par quoi? Vous vous êtes battu et vous battez encore pour la reconnaissance du crime d'écocide, qui est passé dans la dernière loi en tant que délit d'écocide pour finalement être retoqué par le Sénat. En quoi consiste cette reconnaissance du crime d'écocide et pourquoi c'est la priorité aujourd'hui, selon vous? Alors, c'est un des combats, c'est une priorité parmi toutes les urgences en fait. Le crime d'écocide pour nous c'était définir au sommet de cette pyramide des infractions les crimes les plus graves commis à l'encontre de la nature, parce que ça nous permettait en fait de combler un vide. Il faut savoir qu'actuellement dans notre code pénal, on définit les infractions contre les intérêts fondamentaux de notre nation. C'est notamment, par exemple, les crimes de terrorisme. On le sait, hein, ça met en danger notre sécurité en tant qu'individu, mais aussi la sécurité de notre territoire tout entier. Et on définit parmi les intérêts fondamentaux de la nation d'autres intérêts, et notamment l'intérêt de nos territoires. Donc on a défini les intérêts écologiques de notre nation parmi les intérêts fondamentaux pour protéger notre terre. Le problème, c'est qu'on n'a jamais défini de sanctions. Donc on a un vide juridique dans notre code pénal. On a défini qu'effectivement, la nature était une des valeurs primordiales à protéger, mais on n'a jamais défini comment on allait sanctionner ceux qui y portaient atteinte. Or, aujourd'hui, on voit dans nos territoires des comportements qui clairement portent atteinte aux droits des écosystèmes, que ce soit le chlordécone dans les Antilles, que ce soit justement les mines industrielles en Guyane française, mais aussi les mines. Il y a une exposition dehors sur Salsigne, les anciennes mines qui polluent et qui continuent de polluer dans nos territoires en métropole, ou par exemple les algues vertes en Bretagne. Il y a tout un tas comme ça de scandales écologiques qui portent atteinte à la fois aux droits de la nature, mais aussi aux intérêts humains, et qui sont le reflet en fait d'une société qui a banalisé ou passé sous silence la destruction volontaire de la nature. Et donc aujourd'hui, il nous faut un droit qui soit adapté. Il faut savoir que le droit pénal, c'est les lignes rouges qu'on trace ensemble dans notre société pour dire non à certains comportements. Très clairement, non. Par exemple, on criminalise le fait de tuer son voisin, voilà, parce que tout simplement ça porte atteinte à la structure même de notre société. Si on pouvait tous s'entretuer dans notre société, ça serait plus gérable. Bah de la même manière, aujourd'hui, on se rend compte que notre droit pénal, il n'a pas correctement reflété le fait que si on détruit tous l'environnement dans lequel on vit, la société s'effondre. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et donc, notre droit, il doit prendre en considération cet état de fait, scientifiquement établi aujourd'hui, définir des critères qui graduent, c'est-à-dire la manière dont on porte atteinte à la nature. Il y a des comportements qui sont graves, qui portent des atteintes étendues et durables à nos écosystèmes, et ces comportements doivent être aujourd'hui criminalisés pour dire stop. Ça, ce n'est plus acceptable dans nos sociétés. On fixe de nouvelles frontières qui ne peuvent plus être franchies.
Et donc c'est ça, ce combat pour la reconnaissance d'un crime d'écocide et non pas d'un délit, parce que ça c'est ce qu'en a fait le gouvernement, mais qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous demandions évidemment. Et donc ce combat il continue au niveau national, mais aussi au niveau international, puisqu'il faut savoir qu'on voudrait que la Cour pénale internationale se dote justement de ce crime d'écocide dans le statut de Rome, qui définit donc ses compétences, pour qu'on puisse aller chercher la responsabilité, notamment de dirigeants d'entreprise ou de gouvernements, pour des politiques qui clairement mettent en danger la santé planétaire. Je pense par exemple aux feux de forêt en Amazonie avec Jair Bolsonaro, mais aussi par exemple à l'industrie du charbon en Australie, aux industriels comme Shell, qui ont été encore récemment condamnés pour les pollutions aux hydrocarbures dans le delta du Niger. Tout ce genre de comportement qui sacrifie nos communs, notre eau, notre air, nos sols, au bénéfice de quelques entreprises ou de quelques particuliers. Et donc, c'est vraiment des comportements de prédation, mais aussi des comportements profondément sociopathes, puisqu'ils mettent en danger nos sociétés et mettent en danger l'avenir des générations futures. Je vais vous poser une dernière question avant de donner la parole au public. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que le combat pour la protection de l'environnement, justement, il se joue au niveau du droit et des lois, puisque quand on est militant pour l'environnement aujourd'hui, la politique, des fois, on se dit, la voie politique, que c'est un petit peu sans issue, ou en tout cas, on peut être rapidement découragé. Il y a une autre voie qui dirait il faut se déconnecter du système et aller construire des alternatives ailleurs. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut au contraire agir sur les institutions directement, du coup, par du lobbying, ce que vous faites un petit peu? Alors, moi, je pense que chacun doit faire sa part, c'est-à-dire, bon, le lobby, c'est quelque chose de très particulier. Je crois que le changement, il n'est pas uniquement juridique, il est vraiment structurel et culturel, du coup. Moi, en tant que juriste, je n'arriverai jamais à faire passer une loi par surprise, par hasard, comme ça. Non, il faudra que la majeure partie de notre société soit d'accord avec ça. Donc moi, mon travail, il est en plus de rendre acceptable socialement le fait de dire certains écosystèmes seront dotés de droits dans le futur, où le crime d'écocide sera reconnu dans notre droit pénal. Pour moi, tout l'enjeu aujourd'hui, et par exemple de ces conférences, c'est de faire passer ce message pour qu'il y ait un changement structurel dans notre société, que vis-à-vis de la nature, il y a une nouvelle relation qui se met en place, et que donc ça se ressente dans nos institutions, parce qu'il ne faut pas croire qu'on prend le pouvoir comme ça à l'Assemblée nationale, hein. On est dans une démocratie représentative, il faut une majorité de représentants pour voter les lois, et donc effectivement, il faut rentrer dans le système. Pour ceux qui le souhaitent, devenir député, voire ministre, président de la République, que sais-je. Mais pour d'autres, il faut aussi montrer l'exemple. Par l'art, par justement des alternatives, comme tu le dis, par la science, démontrer chacun à notre échelle qu'on peut créer une société différente et se mettre tout simplement tous d'accord pour faire notre part, pour aller dans ce sens-là et changer notre société de l'intérieur. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup François. Enfin, je vais peut-être donner la parole au public s'il y a des questions, puisqu'on a commencé en retard, donc on est déjà en retard. Je vois des mains qui se lèvent. Est-ce que je vous donne mon micro? Est-ce qu'il y a un micro qui va venir à vous? Je peux vous donner mon micro, parce que je ne suis pas sûre qu'on en ait d'autres. Alors, je vais voilà, distribuer le micro. Ah, Thomas va vous donner le micro. Merci. Bonjour, c'était super intéressant, merci beaucoup. Je suis surprise qu'on ait beaucoup parlé du vivant uniquement. Et quand on entend nature, souvent on entend le vivant, mais il me semble qu'on est aussi très dépendant du non-vivant. Je pense notamment, par exemple, au sol, où avec la déforestation, on a beaucoup de ruissellement ou d'affaissement des sols. On peut penser aussi aux nappes phréatiques qui s'épuisent ou qui sont polluées. On parlait tout à l'heure de difficulté d'avoir de l'empathie envers les végétaux. Quand on pense aux non-vivants, là c'est encore plus compliqué. Je ne sais même pas si on peut définir un droit du non-vivant. Comment est-ce qu'on peut, justement, quand on parle de réparer le lien entre humain et nature, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et réparer le lien entre l'humain et l'environnement au sens large, en incluant le non-vivant? Alors, malheureusement, ce sera la seule question, puisqu'on va devoir bientôt conclure cette table ronde. Je vous laisse répondre, hein, bien évidemment. Donc, assez rapidement. Juste très rapidement, quand on parle d'un sol, un sol, c'est quelque chose de vivant déjà. Donc, si on focalise sur le vivant, il faut bien voir que ce qu'on appelle la biosphère,
sur la planète, c'est toute la partie vivante de la planète. Alors bien sûr, il y a des parties minérales profondes, mais le vivant interagit avec tout ce qui est, on va dire, non-vivant depuis la création de la planète, depuis des milliards d'années. Donc travailler sur le vivant, c'est travailler sur toute la planète. C'est un premier point pour moi qui me paraît important. Et je pense que c'est vraiment aussi des choses qui sont très importantes à faire passer comme idée. C'est que c'est un global. Quand on parle d'un écosystème, effectivement, je suis d'accord avec vous, on ne cherche pas du tout à focaliser sur le vivant, on parle d'un quelque chose de global parce que les interactions sont multiples, permanentes et vraiment indénouables. On ne peut absolument pas travailler uniquement sur le vivant et se séparer du non-vivant. Dans notre Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, on parle bien des êtres biologiques et non biologiques et ça englobe évidemment... J'aimerais même pas utiliser le mot non-vivant parce qu'en fait tout est vivant. Dans mon livre, je raconte aussi alors ce que j'ai observé en Guyane, puisque comme je vous ai dit, je travaille sur la question de l'or qu'on pourrait considérer comme un métal, donc non-vivant. Mais en fait, pour les peuples amérindiens de Guyane, l'or c'est aussi l'énergie du sol. C'est-à-dire que lorsqu'on creuse la terre, ce qui est formellement interdit d'ailleurs par les peuples amérindiens, lorsqu'on creuse la terre pour aller chercher l'or, on extrait la vie en fait du sol. Et moi je l'ai vécu, enfin je l'ai vu. C'est-à-dire que vraiment, j'ai visité des mines de phosphate au Maroc, j'ai visité des mines d'or, c'est même pas vraiment un terme, j'ai observé. C'est une scène de crime, c'est-à-dire que en fait on tue la vie, on va chercher, c'est comme ouvrir les entrailles de la terre et aller chercher ce dont on a besoin. C'est une relation qui est profondément toxique à la nature, c'est comme un viol en fait. De la même manière que l'homme prend le corps des femmes, là l'homme prend le corps de la terre et s'en sert. Et c'est vraiment très choquant comme relation. Et chez beaucoup de peuples premiers, c'est une relation qui est totalement taboue, interdite. Par exemple au Maroc, si vous voulez aller chercher dans la terre des pierres précieuses ou d'autres métaux, vous êtes d'abord obligé, historiquement, traditionnellement, de faire un sacrifice. Parce qu'il y a une relation qui doit être de respect, d'échange. On ne peut pas juste prendre, il faut rendre aussi à la terre. Et ça, on l'observe chez énormément de peuples premiers. C'est juste que nous, dans la société occidentale, on l'a oublié. On se sert de la terre sans jamais rendre en retour. Et ça, c'est une relation qu'il faut tout simplement changer, évidemment, parce qu'elle banalise le fait que tout ce qui est inerte, soi-disant inerte autour de nous, n'aurait aucune valeur. Or, ce ne sont pas des ressources, c'est la structure même du vivant. Et donc, évidemment, il n'y a pas de distinction dans la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère entre le végétal et le minéral, par exemple. Merci beaucoup Marine Calmet, merci beaucoup François Bouteau. On doit déjà conclure cette table ronde, donc je vous propose de continuer à discuter ensuite en off. Le Festival des idées, ça continue encore toute la journée ici à Grand Contrôle. Prochain rendez-vous dans une petite dizaine de minutes, je crois que c'est ici même, et si je ne me trompe pas, le thème ce sera « Les technologies nous ramènent-elles au Moyen-Âge »